Bonjour et bienvenue au Parloir, un balado sur l'histoire du Québec. Comment serait le Québec si on n'avait pas été conquis par les Britanniques après la guerre de la conquête? On est tellement habitué à la présence anglaise qu'on tend à oublier comment cette culture nous a influencés, autant au niveau linguistique, culturel que politique. Il va de soi que la culture française les a aussi influencés en retour. En fait, le Québec offre un très beau portrait de ce qui arrive quand deux sociétés se heurtent l'une à l'autre et finissent par cohabiter ensemble. Le résultat est riche, unique, plein de caractère, comme une bonne bière de microbrasserie qu'on n'arrive pas à trouver ailleurs. L'expert sur le sujet de l'anglicisation de la société canadienne-française, c'est Alex Tremblay-Champagne. Doctorant en histoire, il a publié un ouvrage collectif intitulé Les élites et le biculturalisme, Canada, Québec, Belgique, 19e et 20e siècle, et anime aussi l'émission de radio universitaire 3600 secondes d'histoire. Bonne écoute. Bonjour, Monsieur Tremblay-Lamarche. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être avec vous et d'être avec vos auditeurs également. Alors, on va commencer par rafraîchir la mémoire de nos auditeurs et nous remettre en contexte parce que la Nouvelle-France était jusqu'en 1760, je crois, une colonie française. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte exactement qu'on passe aux mains des Britanniques? Est-ce que c'est la bataille des plaines d'Abraham? Oui, mais non. Je dirais que la bataille des plaines d'Abraham est probablement le moment le plus emblématique de la guerre de 7 ans dans la mémoire collective. Mais lorsqu'on discute avec des historiens spécialistes de la conquête, eh bien, ils vont rapidement nous dire que c'est un événement parmi tant d'autres. On parle de la guerre de 7 ans, qui est une guerre qui s'échelonne entre 1756 et 1763. C'est le prolongement des guerres précédentes qu'il y a eu en Amérique du Nord entre les Britanniques et les Français. D'ailleurs, Louise Dechaine parlait d'une grande guerre qu'elle jumelait également avec la guerre de succession d'Autriche qui avait eu lieu dans les années 1740. Et donc, on a une rivalité entre des empires coloniaux depuis quand même plusieurs années. Et on a cette guerre qui éclate, qui va avoir plusieurs batailles dans la région des Grands Lacs, plusieurs batailles également en Europe et dans les colonies ailleurs dans le monde. Et en 1759, il y a effectivement la fameuse bataille des plaines d'Abraham qui permet aux Anglais de prendre Québec. Mais au printemps 1760, eh bien, on a les Français qui reviennent et qui gagnent la bataille de Sainte-Foy. Et c'est véritablement en 1763, avec la signature du traité de Paris, que la Nouvelle-France va devenir britannique. Jusque-là, la Nouvelle-France aurait pu revenir dans le giron français en fonction des tractations politiques. Et donc, la raison pour laquelle la Nouvelle-France devient britannique, c'est parce que on a vraiment une volonté de la part de l'Empire britannique de mettre ce nouveau pan en fait d'Amérique du Nord dans son giron et de protéger, si je peux m'exprimer ici, aussi les colonies américaines qui sont juste au sud, en faisant passer ce pan de la France sous la couronne anglaise. Et donc, c'est ça, tout d'un coup, presque du jour au lendemain, la culture britannique s'est insérée dans le monde autrement francophone, français plutôt. Alors maintenant, on va comparer un peu les deux cultures avant qu'elles commencent à interagir, si on veut. J'imagine que bon, il y a quand même plusieurs similarités parce que ça reste deux cultures qui ont longtemps interagi quand même en Europe et ces deux cultures qui sont issues de la société occidentale. Mais si on pense à leurs plus grandes différences, qu'est-ce que vous avez remarqué dans vos recherches? Eh bien, depuis quelques années, je m'intéresse aux relations entre Britanniques et Canadiens français et ça m'a amené à me pencher sur leur culture. Parce qu'on voit qu'il y a des cultures qui sont différentes de part et d'autre. Comme vous le mentionnez si bien, effectivement, on est dans deux cultures occidentales,
deux cultures qui se côtoient. On a des diplomates anglais à la cour française depuis déjà plusieurs siècles, de même des diplomates français à la cour anglaise. Il y a des relations de part et d'autre. Il y a également des marchands. Il y a des relations économiques, culturelles qui existent entre les deux. Mais il y a également, aussi, des différences sur le plan alimentaire, sur le plan, de la sociabilité. Les Britanniques vont avoir tendance à être davantage portés vers une sociabilité formelle. Alors que au 18e et au début du 19e, les Français sont plutôt portés vers une sociabilité informelle. La sociabilité informelle, grosso modo, c'est on reçoit des gens comme ça un petit peu à la maison ou dans un lieu public, alors que la sociabilité formelle, c'est plutôt le fait de s'inscrire dans un club avec éventuellement un membership, avec un président, avec un trésorier, avec un secrétaire, avec des règlements pour le club, avec des dates de réunion statutaires. Donc, on a vraiment, ces sociabilités-là qui sont un peu différentes, qui tranquillement vont s'imbriquer l'une dans l'autre. Il y a également des différences sur le plan alimentaire entre les deux. Les Français vont cuisiner davantage avec des herbes, les Britanniques un petit peu plus avec les épices. Le goût du sucre est également quelque chose qui est beaucoup plus présent chez les Britanniques, alors qu'en Nouvelle-France, il est jugé comme faisant partie de la pharmacopée. Mais lorsqu'on monte du côté des élites, eh bien, on se rend compte qu'il y a une troisième culture, si je peux m'exprimer ainsi, qui est une culture un petit peu élitaire. Il y a des mariages depuis des siècles et des siècles, c'est pas des millénaires, entre les rois, les princes, les empereurs, les comtes des pays X, des duchés X et des duchés Y. Et donc, ça amène une circulation culturelle, une circulation des élites. Et Philippe Aubert de Gaspé, le célèbre écrivain, nous dit que s'il perçoit des distinctions entre la culture des communautés britanniques et canadiennes françaises au sein des classes aisées, celles-ci lui apparaissent minimes puisque, je cite, les manières plus froides, moins démonstratives des vrais gentilshommes anglais, à la vérité, différaient peu alors de celles des gentilshommes français. Donc, on sent qu'il y a une réserve plus grande du côté des Britanniques. Il y a une espèce de joie de vivre, si on caricature, un petit peu plus grande du côté des gentilshommes français. Mais dans les deux cas, il y a une espèce de distinction sociale qui prime. Et maintenant, si on parle des points communs, je crois que c'est peut-être un peu évident, mais ça vaut quand même la peine d'en parler. Quels sont les points communs entre ces deux cultures? Bien, dans les deux cas, on est dans des cultures occidentales, les cultures dans lesquelles la notion de distinction sociale est quand même assez importante. Dans les deux cas, on a une noblesse, on a justement une bourgeoisie au 18e siècle qui tranquillement va prendre de plus en plus d'importance au 19e, puis on a des classes populaires. Et donc, dans les deux cas, on a une structure sociale qui est relativement la même si, la noblesse au Royaume-Uni ne fonctionne pas exactement de la même façon qu'en France. On a une gentry, une espèce de gentilhommerie qui est paysanne, si je peux m'exprimer ici, paysanne. Une espèce de gentilhommerie qui va être à la campagne du côté des Britanniques, alors que du côté français, il y a davantage une volonté d'aller vers Versailles, d'aller vers effectivement la cour. Donc, c'est pensé de façon un petit peu différente. La coutume de Paris aussi amène une division du patrimoine chez les Français qui est pas la même que du côté des Britanniques, où là, on va avoir davantage via le droit de tester qui existe, donc le droit de faire un testament du côté des Britanniques, une volonté là, de donner en fait le domaine au fils ou à le plus débrouillard, si je peux m'exprimer ainsi, et qui va s'occuper en fait de faire vivre ses frères et sœurs. Donc, on voit qu'il y a quelques différences de ce côté-là, mais effectivement, il y a des similitudes du côté de la distinction sociale. Et ces similitudes-là, elle existe aussi du côté linguistique. Parce que, oui, a priori, on se dit une culture britannique, une culture canadienne, française, il y a deux langues, il y a l'anglais, il y a le français. Mais lorsqu'on va du côté des élites, eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est que les élites britanniques qui débarquent en Nouvelle-France au lendemain de la conquête, elles parlent français. James Murray, parle un excellent français. Maria Howard, la femme du gouverneur Carleton, aurait été éduquée à Versailles en compagnie de Marie-Antoinette.
Donc, il y a vraiment une connaissance du français. Et du côté des élites britanniques, ben, il y a également une volonté de s'entourer un petit peu du savoir-vivre français. Parce que tout ce qui est cuisine, tout ce qui est mode, il y a vraiment une volonté effectivement de s'approprier ça parce que il faut se replacer dans le contexte. La Nouvelle-France est conquise politiquement par l'Empire britannique, mais l'Empire britannique est lui-même dominé culturellement par la France. Et donc, on se retrouve dans une situation où on a des élites canadiennes françaises qui sont dominées politiquement et militairement par les Britanniques, qui sont eux-mêmes dominés culturellement par la France dans une certaine mesure. Et comme les Canadiens français sont les descendants, dans une certaine mesure, des Français, ça fait une drôle de situation où, au final, on va être capable de conserver plus aisément la langue que si on avait parlé l'allemand, l'italien ou le portugais, à mon avis. Et ces ressemblances-là qu'il y a du côté des élites, cette culture élitaire commune, où le français, la mode française, la cuisine française, justement, s'impose au sein des élites britanniques, ben, va amener une facilité à faire des liens au sein des élites de part et d'autre. C'est intéressant parce que encore aujourd'hui, on tend à penser que la mode de Paris, c'est la mode qu'il faut suivre, ou même la cuisine française, c'est une excellente cuisine. Donc, déjà dans le temps, c'était comme ça, si je comprends bien. Tout à fait. Il y a une volonté justement de s'imposer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aussi en Grande-Bretagne, à l'époque, au Royaume-Uni, il y a une nouvelle classe qui est en train tranquillement de s'imposer. Ce qu'on appelle grosso modo la bourgeoisie. Ce sont des marchands qui ont de plus en plus d'argent et qui sont en train tranquillement de déclasser la vieille noblesse. Et la vieille noblesse, pour être capable de continuer à s'imposer sur le plan social, eh bien, elle va miser sur ce capital culturel. Face à une classe marchande qui a beaucoup d'argent, mais qui n'a pas nécessairement ce raffinement, cette culture-là, eh bien, le fait de parler français, le fait d'avoir des cuisiniers français, le fait de s'habiller à la française va permettre de briller à la cour, va permettre de briller en société et de se distinguer de ces nouvelles élites dont on souhaite se protéger dans les vieilles élites. Et donc, ceux qui parlent le français parmi les administrateurs qui arrivent, ben justement, ce sont les militaires, ce sont les administrateurs comme James Murray, Carleton. Du côté des marchands, c'est différent. On est davantage dans cette classe qui s'enrichit tranquillement, mais qui n'a pas ce vernis qu'a la vieille noblesse, qu'a justement ces vieilles classes-là. Et donc, le français est moins présent chez l'élite marchande qui arrive des États-Unis et qui arrive également d'Écosse ou qui arrive de Londres en Nouvelle-France. Très intéressant, mais j'aimerais revenir, ça peut-être un peu l'air étrange, mais j'aimerais revenir sur le mot gentilhomme parce que ça pique ma curiosité. Je me demande, est-ce que c'est un mot qui existait déjà à cette époque-là ou c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui pour les historiens? Est-ce que le mot gentilhomme était vraiment un terme officiel ou... Oui, c'est un terme qui existe déjà à l'époque et il y a plusieurs termes qui existent également à l'époque. La notion d'écuyer, la notion d'esquire du côté des Anglais, la notion de bourgeois aussi. On voit dans des documents d'époque qui est écrit gentilhomme, on voit qu'il est écrit bourgeois sur un recensement par exemple. Au 19e siècle, à côté, dans la case où il est écrit profession, ben dans certains cas, c'est des mots qu'on voit, gentilhomme, bourgeois, écuyer. Donc, alors que aujourd'hui, on serait davantage tenté de dire qu'il s'agit d'un statut social que d'une profession à part entière. Et donc, c'est des termes qu'on retrouve à l'époque, sur lesquels notamment, Donald Faison s'est penché dans un ouvrage sur la politesse dirigé par Thierry Newtons. Il s'est penché sur la pénétration des nouveaux statuts sociaux, celui d'esquire dans la colonie, qui remplace petit à petit ceux d'écuyer, de gentilhomme. Et donc, c'est un terme qu'on trouve à l'époque déjà et qui tranquillement va évoluer avec l'arrivée de nouveaux titres de nobilité et de nouveaux titres de distinction sociale. Vous avez parlé de mariage un peu plus tôt.
J'aimerais qu'on explore un peu plus le sujet. Dans quelle mesure est-ce qu'il y avait des mariages issus des deux cultures et est-ce que c'était un problème? Le problème, c'est ça dépend pour qui. Il y en avait. Il faut se replacer dans le contexte. La plupart des mariages sont endogames. Donc, entre Canadiens français ou entre Britanniques. On remarque même qu'à partir du moment où les Britanniques sont assez nombreux, eh bien, les mariages, on va tenter de les faire entre Irlandais, entre Écossais, entre Gallois, entre Anglais. Donc, à partir du moment où un groupe est assez nombreux, souvent, il va essayer de se marier au sein même de son groupe. Mais quand ce groupe-là n'est pas assez nombreux, eh bien, il n'y aura pas le choix d'aller vers l'autre pour être capable de contracter des alliances. Et quand je dis vers l'autre, c'est soit vers un autre groupe ethno-culturel ou soit vers ailleurs. Ce qu'on va voir au début de l'arrivée des Britanniques, et on va voir plusieurs mariages mixtes parce que, ben, tout simplement, il y a peu de femmes britanniques dans la colonie. Et donc, les hommes qui s'installent vont se marier avec des Canadiennes françaises et avoir des enfants avec eux. À mesure que le 19e siècle va avancer, ben, ces mariages-là vont devenir, c'est ça, moins importants proportionnellement parlant parce qu'il va y avoir une immigration féminine britannique et également, des naissances de jeunes femmes britanniques dans la colonie. Et c'est qu'avec le départ disons le départ d'une grande partie de la population britannique vers Montréal, vers l'Ontario, vers les États-Unis, que tranquillement, ben, ces mariages-là vont revenir dans une ville comme Québec à la fin du 19e siècle. Et donc, il y a vraiment des mariages entre ces groupes-là. Sur la manière dont ils sont perçus, eh bien, comme je disais, ça dépend par qui. Au sein des élites, ben, ces mariages-là sont relativement bien perçus par certains, moins bien perçus par d'autres. Dans les élites, je dirais, on voit peut-être un petit peu deux groupes. Des élites qui sont un petit peu plus proches du pouvoir, désireuses de se mettre au service du nouveau roi britannique. Puis on en a d'autres qui sont un petit peu plus fidèles à la race, comme on disait à l'époque, à la religion, à la foi, au groupe canadien-français, qui, elles, vont être un peu plus critiques. Et donc, on voit, par exemple, dans les lettres de Papineau, il nous parle de Madame Taschereau, dont la fille s'était emmourachée, en fait, d'un protestant. Et si je le cite, Madame Taschereau disait, mais c'est une horreur, une si grande différence d'âge, une si grande famille, un protestant, non, il n'en saura rien. Et donc, Madame Taschereau s'insurge contre le fait que sa fille fréquente un Britannique. Et c'est ça, qu'est-ce qui la dérange? C'est principalement le fait qu'il soit protestant. Mais par la suite, Papineau rajoute que il dit « Je me suis longtemps entretenu avec Madame Taschereau sur le mérite du veuf, sur sa politesse, son attention à réunir les deux sociétés canadiennes et anglaises. La bonne maman disait plus de bien que moi et m'a persuadé, sans le vouloir, que son opposition était un calcul pour faire de meilleures conditions à sa fille. » Donc, est-ce que c'est vraiment vrai ce que Madame Taschereau nous dit dans un second temps, qu'au final, ben, le mariage, elle avait toujours été pour, c'est juste qu'elle voulait avoir des meilleures conditions? Est-ce que c'est faux, puis qu'au final, ben, elle s'insurgeait face à un protestant? Dur à dire. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on voit à l'époque des deux côtés. D'une part, une partie de l'élite qui souhaite s'intégrer, qui souhaite se marier et qui est fascinée effectivement par les nouveaux chefs politiques et les nouveaux de la colonie. Mais également, il y a une volonté aussi de préserver. Et du côté des élites religieuses, on va voir plusieurs évêques s'insurger contre les mariages mixtes et condamner effectivement les mariages avec les protestants. Mais ça n'empêchera pas, par exemple, la famille Taschereau dont je parlais à l'instant, ben, c'est la famille de l'évêque, du futur évêque Taschereau, dont une des nièces se marie avec un protestant. Ça n'empêche pas des proches de certains évêques de se marier avec des Britanniques. La nièce, par exemple, de Monseigneur Hubert va se marier avec l'imprimeur Nelson. Donc, on voit que même dans les milieux qui condamnent peut-être le plus vertement les mariages mixtes, eh bien, il y a une volonté quand même d'aller vers ces mariages-là. Donc, au sein des élites, il y a une certaine liberté qui est quand même assez grande. Est-ce que l'élite franco-canadienne a été un peu engloutie par l'élite anglaise ou est-ce qu'elle est restée quand même forte et préservée à l'époque?
Ça dépend de quelle époque on parle, j'aurais envie de dire. Euh, Au début, en fait, de l'arrivée, au début de l'arrivée des Britanniques, eh bien, les Britanniques n'ont pas le choix de faire affaire avec l'élite canadienne-française présente. Michel Brunet a pendant longtemps parlé de la décapitation des élites. Or, ben, ce dont on s'est rendu compte plus récemment, c'est que cette décapitation-là, elle est très partielle. Oui, effectivement, bon, les grands empires commerciaux, les gradistes, par exemple, qui étaient des marchands juifs qui naviguaient entre Bordeaux et entre Québec, ben, n'ont plus accès à ces réseaux-là parce que dorénavant, on est une colonie britannique reliée à l'Empire britannique et donc ces réseaux-là vont plus se faire du côté d'Édimbourg, de Glasgow, de Londres et également du côté des États-Unis. Mais les élites, par exemple, religieuses vont rester en place. Il y a une partie des élites économiques qui restent également en place, ne serait-ce que du côté des marchands de fourrure, ceux qui sont à la tête des entreprises deviennent effectivement des Britanniques, mais ceux qui sont plutôt un petit peu en dessous, ben ça reste ceux qui ont des liens avec les Autochtones, les Canadiens français qui étaient déjà en place. Du côté des professions libérales, notaires, avocats, ça va être principalement des Canadiens français qui vont rester. Même chose du côté des élites intellectuelles, on va avoir encore des journalistes canadiens français qui vont être quand même assez influents. Donc, on voit qu'il y a des élites quand même canadiennes françaises qui se maintiennent, même si effectivement les élites britanniques tranquillement s'imposent. Il va y avoir un rapport un peu de force entre les deux. Ça se voit via les affrontements qu'il y a entre les partis politiques au début du 19e siècle, mais ça se voit également bon, sur le plan démographique. Et c'est en partie la démographie qui va expliquer que les élites britanniques vont tranquillement perdre de l'importance à mesure que le 19e siècle avance. Parce que à partir des années 1860, il va y avoir ce que j'appelle la reconquête francophone à Québec. On avait un parlement qui était britannique, impérial, et ce parlement-là, bon, se déplace vers Ottawa avec ses élites anglophones protestantes. Alors qu'à Québec, on a un nouveau parlement qui relie qui rassemble des députés des quatre coins du Québec, dont principalement francophones et catholiques. Donc, on a un changement d'élite. Même chose du côté économique, on avait les barons du bois, les constructeurs de navires qui étaient à Québec. Et bon, ces gens-là vont voir leur fortune s'effondrer avec l'abolition des tarifs protectionnistes sur le bois et l'abolition également, en fait, l'arrivée de la construction de navires à coque en fer plutôt qu'à coque de bois. Et donc, tranquillement, cette élite économique va quitter Québec et elle va être remplacée par une élite canadienne-française de gens comme par exemple les frères Thibodeau qui viennent de Portneuf, donc de la région environnante, vont s'installer à Québec, construire un immense entrepôt, profiter de l'industrialisation pour distribuer dans les campagnes environnantes des clous manufacturés, des chaussures, ce genre de choses-là manufacturées et tirer les ressources naturelles des zones environnantes pour les vendre dans la région. Et donc, le fait d'avoir un réseau un peu partout autour favorise les Canadiens français. Donc, il y a un changement d'élite également de ce côté-là. Donc, peut-être pour résumer, on voit que les élites, elles sont multiformes, que sur le plan politique, oui, effectivement, bon, il y a des nouveaux maîtres qui sont les gouverneurs britanniques avec leur cours, qu'il y a des nouvelles élites économiques, mais bon, ça fluctue en fonction effectivement de différents facteurs qui peuvent être politiques, économiques, intellectuels, populaires. Et bon, ça amène les élites canadiennes françaises à jamais complètement s'effacer, tout comme les élites britanniques à jamais complètement s'effacer et bon, à se renvoyer la balle, les élites britanniques étant plus fortes au début à leur arrivée, en fait, vers les années 1760 jusque dans les années 1860 à Québec. Puis, bon, elles partent vers Montréal et laissent un peu plus de place à Québec aux élites francophones. Mm-hmm. J'aimerais maintenant parler un peu de l'influence que les sociétés anglaises ont eue sur nous. Je voulais parler d'alimentation, mais vous en avez déjà un peu parlé. Maintenant, les coutumes, qu'est-ce que vous auriez à dire sur l'influence qu'ils ont eue par rapport à nos coutumes? Sur les coutumes, il y en a plusieurs, notamment le bail. Le bail, pendant très longtemps, a été signé le 1er mai.
Ça a été changé, bon, dans la deuxième moitié du 20e siècle parce que ça arrivait juste à la fin de l'année scolaire et c'était pas très, très pratique quand vous aviez des enfants de déménager le 1er mai et de faire finir l'année aux enfants ailleurs. Et donc, ben, c'était une tradition qui venait d'Écosse, qu'on avait importée ici. Sur le plan alimentaire, comme on l'a mentionné tantôt, avec le goût pour le sucre, le goût pour le thé, le goût pour la bière qui s'implante de plus en plus, les condiments aussi, ketchup, sauce soya, la fameuse sauce Worcestershire, la pomme de terre, c'est toutes des choses là, qui nous sont amenées par les Britanniques, comme le mis de l'avant Yvon Desloges dans ses travaux. Il y a également la question de l'architecture. Sous le régime français, on avait une architecture qui est différente de celle qui va s'implanter à partir de la conquête. Ce qui s'implante à partir de l'époque de la conquête, c'est une architecture justement palladienne, inspirée justement de l'architecte Andrea Palladio de la Renaissance, mais c'est un palladianisme anglais, donc qui est repris particulièrement dans l'architecture coloniale. On le voit dans les colonies américaines, ce style-là, avec un fronton souvent, avec un nombre de fenêtres qui est symétrique de part et d'autre, avec qui s'inspire un petit peu avec des formes claires, sobres, classiques. C'est un style qui était d'ailleurs déjà utilisé par les Vénitiens dans leurs colonies et que les Britanniques veulent justement aussi mettre de l'avant dans leur propre colonie. Et donc, on va construire la cathédrale anglicane à Québec dans ce style. On s'inspire directement de St. Martin's in the Field, qui est à Trafalgar Square à Londres. On va également construire, par exemple, le Palais de justice à Québec dans ce style, qui est une œuvre de l'architecte François Baillarger. Le dit Palais de justice a été rasé au milieu du 19e siècle, puis remplacé par un nouveau palais de justice qui est l'actuel ministère des Finances, juste en face du Château Frontenac. Mais on est encore dans ce style-là. Le Morin Center, qui, à l'époque était une prison construite, complétée en 1808 par François Baillarger, s'inscrit aussi dans ce style. Et quand on se promène dans le Vieux-Québec, eh bien, on a l'impression d'être face à un joyau du patrimoine de la Nouvelle-France, alors qu'en réalité, la plupart des bâtiments qu'on retrouve dans le Vieux-Québec, eh bien, ils datent du régime anglais et sont d'inspiration britannique. La maison en rangée, typiquement londonienne, est quelque chose qu'on a vraiment dans le Vieux-Québec. Si vous avez déjà eu l'occasion d'aller vous promener à Glasgow, à Édimbourg ou à Londres, eh bien, c'est un peu dans ce style-là qu'a été développé le Vieux-Québec. On est dans des maisons mitoyennes qui souvent vont faire 2 ou 3 travées, 2 à 4 travées, la plupart du temps 3. Ce que je veux dire par une travée, en fait, c'est une fenêtre. 2 fenêtres de large, 3 fenêtres de large, 4 fenêtres de large. Souvent, on a 3 fenêtres de large. Au rez-de-chaussée, on a 2 fenêtres plus la porte. On va mettre les escaliers complètement d'un côté pour libérer les espaces du côté des 2 autres travées. Ces maisons-là vont toutes être collées. Et à Londres, on va prévoir des ruelles derrière pour être capable de desservir les attelages, les calèches, etc. À Québec, dans certains cas, ça ne sera pas possible parce que le bâti est plus ancien. C'est ce qui va amener les fameuses portes cochères qu'on a dans le vieux Québec. Et donc, il y a des adaptations, mais c'est vraiment quelque chose là, qu'on trouve dans le Vieux-Québec. Même chose du côté de l'affichage, il va y avoir une anglicisation de la ville. On va voir des affiches en anglais un petit peu partout dans la ville. On va également voir la multiplication des tavernes, des auberges, des coffee houses. Qui, comme je disais tout à l'heure, il y a une espèce de culture de la britannique autour de la taverne, autour de l'auberge. C'est quelque chose qui existe également en France, mais on va voir plusieurs, justement, tavernes qui vont fleurir à partir de la conquête. Et également le parlementarisme, qui est probablement l'une des influences les plus importantes des Britanniques sur la société canadienne. Le parlementarisme à l'anglaise. L'acte constitutionnel de 1791 nous donne un parlement qui ressemble là, comme 2 gouttes d'eau à celui de Londres. Mais déjà, le Conseil de Québec de 1764 nous avait amené à des pratiques politiques typiquement anglaises. Le droit de pétition, l'idée de faire un compte-rendu officiel des débats, l'idée de quorum pour ouvrir les réunions, l'étude des pétitions et des mémoires en comité, le dépôt sur la table du Conseil des rapports produits par les différents comités,
les 3 lectures requises avant l'adoption des ordonnances, toutes des choses qui sont encore aujourd'hui au cœur de notre vie politique, qui sont introduites au lendemain de la conquête par les Britanniques et qui vont tranquillement évoluer là, pour devenir le système politique qu'on connaît aujourd'hui. À vous écouter parler, je trouve que c'est quand même impressionnant de voir qu'on a réussi, malgré tout cela, à conserver notre français et en plus à le faire en sorte que ce soit la langue officielle. Ça montre à quel point se battre pour quelque chose, ça donne des résultats. Mais quand même, dans vos mots à vous, comment est-ce que vous expliqueriez le fait que, malgré la conquête, on a quand même continué à parler français? Les facteurs sont multiples. Pendant longtemps, on a parlé de la revanche des berceaux. Le fait que le clergé ait incité les familles canadiennes françaises à faire 10, 12, 15, 20 enfants dans certains cas, a permis d'avoir une démographie assez forte pour ne jamais se faire assimiler. Ce facteur-là est vrai, mais à mon avis n'est pas le seul à tenir compte. Comme je mentionnais en entrée d'émission, eh bien, le prestige du français sur la scène internationale explique, à mon avis, le fait qu'on l'ait conservé. Parce que lorsqu'on regarde l'Afrique du Sud, il y a une population néerlandophone, les Boers, qui s'installe à cet endroit, colonise l'Afrique du Sud, puis bon, la colonie passe entre les mains des Britanniques, les Britanniques s'y installent, et tranquillement, il va y avoir une anglicisation de la société, et bon, le néerlandais va pratiquement disparaître. Ici, c'est pas le cas. Et ici, la raison, à mon avis, pour laquelle c'est pas le cas, outre le facteur démographique, outre le facteur, la volonté des élites, la volonté politique, puis la volonté du peuple de se battre pour la langue, ben, comme je disais, il y a la question du prestige. Le fait que les gouverneurs arrivent en parlant français, le fait que ça soit jugé comme une langue noble, le français, ben, ça aide à vouloir la conserver. Ça aide à vouloir la mettre de l'avant. Dans les années, au début du 19e siècle, ben, dans les années 1830-40, si je ne m'abuse, les députés vont se rassembler ensemble, les députés du Canada-Ouest et les députés du Canada-Est, avec le gouverneur, Lord Cathcart, et bon, ils vont se regarder et se demander un petit peu dans quelle langue ils vont parler. Au bout en fait de quelques instants, ils vont spontanément décider d'aller vers le français parce que, mis à part un député du Canada-Ouest, donc de l'Ontario, tout le monde parle très bien français. Le gouverneur, sa cour, les députés du Canada-Ouest également. Et donc, il y a une prééminence du français, le fait que lorsque vous voulez vous distinguer dans le monde anglo-protestant, vous apprenez à parler français, ce qui est encore en partie le cas aujourd'hui, va aider à la préservation du français au Québec. Lorsqu'on regarde même des politiciens plus récents aux États-Unis comme John Kerry, qui vient d'une grande famille américaine, eh bien, il parle très bien français, il avait une maison familiale en France. Donc, le poids social et culturel du français, à mon avis, a joué en notre faveur et nous a permis de le conserver, outre les facteurs démographiques et politiques susmentionnés. Monsieur Tremblay-Lamarche, je vous remercie grandement d'avoir contribué à notre compréhension de notre passé. Ce fut très édifiant. Je vous remercie beaucoup. Ben, ça a été un plaisir, puis n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Ça me fera plaisir d'y répondre. Vous pourrez peut-être répondre à des questions en commentaire sous la vidéo. Merci. Avec grand plaisir. Merci.